Je vais pas la prendre dans le bas en haut en bas, en ordre de lecture. J'ai relevé 3 points, moi, qui me paraissent importants, mais qui sont peut-être totalement à côté de la plaque, c'est la vie non plus. Alors le premier, c'est le point qui concerne le public cible et le contexte. Moi, je crois que, parce que par expérience, on a un énorme problème entre le public cible, sa définition, et le public réel. Et ce public réel, souvent, il nous pose problème. En tant qu'organisateur de formation, en tant qu'ingénieur pédagogique, donc comme le disait Roshan, à un niveau plus bas, ou même en tant que instructeur ou demandeur de formation. Alors, quand on est dans le boulot, dans le job, en général, moi j'ai remarqué 2 types de motivation. Des gens qui sont là parce qu'on leur a mis un nouvel outil sur une chaîne de production, une automate ou des choses comme ça. Donc là, bon, c'est une motivation extrinsèque, on les oblige à se former. Et puis, une autre motivation que j'ai relevée aussi, et qui est là, liée à un changement de poste. On va aller monter en compétences. Et la motivation intrinsèque, dans le milieu où je suis, il faut toujours relativiser. J'ai beaucoup aimé la remarque tout à l'heure de monsieur qui disait attention, c'est pas partout pareil. Dans le milieu où je suis, sauf certaines compagnies, certaines entreprises, il est rare qu'on demande à des opérateurs de bas niveau ce qu'ils veulent faire demain. Qu'on soit clair. Donc nous, c'est généralement notre public. Donc la motivation intrinsèque, je l'enlève. Maintenant, si on en est donc à cette motivation qui va nous donner une qualité, mais j'aime pas trop ce mot, de public réel, et il faut qu'on s'intéresse à l'objectif à atteindre. Moi, je suis pas complètement d'accord, mais pas complètement en désaccord avec le savoir-faire. On est sur des demandes très précises, il y a un contexte. C'est du savoir plutôt que je qualifie de savoir-agir. Alors c'est peut-être jouer sur les mots, mais moi je sais piloter un avion, mais pas la nuit. Mais je sais piloter un avion, je sais faire. Pas la nuit. Mais pas la nuit. Pas la nuit. Ou alors s'il pleut trop fort, j'y arrive plus non plus. Parce que le contexte est différent. Donc moi j'aime bien cette notion de savoir-agir, qui colle d'ailleurs complètement avec l'approche par compétence. Ne jamais enlever le contexte, parce qu'en plus ça a des influences sur les réponses du public. Alors, ce savoir-agir, il a pour but, et pardonnez-moi le mot, parce que je sais que je vais peut-être choquer certains d'entre vous, d'automatiser des procédures. Qu'elles soient primaires ou secondaires. Ce sont des définitions qui sont assez personnelles, donc elles n'ont aucune validité scientifique. Des procédures primaires, ce sont des procédures qui sont faites par des gens qui, dans 5 ou 10 ans, n'ont plus de métier parce qu'ils sont remplacés par une machine. Les secondaires, ce sont des gens qui ont des procédures, en général, plus complexes, qui sont souvent assistés de plus en plus par des machines, ne serait-ce qu'à tableur Excel, et qui sont pas voués à disparaître tout de suite, mais peut-être à long terme, si on croit à l'intelligence artificielle. Donc ces gens-là vont aussi avoir une montée en compétences à faire. Alors, pour ceux qui sont gérés dans des automatisations de procédures primaires, on va surtout travailler la réitération. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent reproduire ça vite, avec efficacité, pour être compétitif. Pour les autres, on va surtout essayer de faire, bon là on a besoin des coachs, le transfert, pour monter en compétences, la fameuse, nous en France on appelle ça la GEPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et là donc, on va avoir 2 réponses différentes. Et ça m'amène à ce que j'entoure là, on the job public débutant. Peut-être, mais peut-être pas. La 3e remarque que je fais sur cette grille, ça concerne les interactions d'apprentissage. Ah oui, parce que moi j'aurais rajouté une case, peut-être qu'elle n'est pas nécessaire, j'en sais rien, c'est il nous faut des traces. Je reprendrai ce que dit le patron de l'OCDE, sans donner, on n'a qu'une opinion. Moi j'en ai tous les jours, parce que je vais beaucoup au bar le soir. Donc je suis un grand buveur, Roshan peut en témoigner. Donc, des opinions, j'en ai plein, mais bon, le gars qui m'a demandé une formation à 10 000, il veut pas des opinions, il veut du concret. Et alors là, c'est là que je renfourche mon dada, les plateformes de formation.
y compris on the job. Tout le monde a dit, il y a 5 ans, les LMS, les plateformes de gestion des apprentissages, ils sont morts. Ils explosent. Bien évidemment, il y a plein d'autres modes. Comme on l'a cité tout à l'heure, les MOOC, les communautés de pratique. Et c'est un énorme avantage, le LMS. C'est que ça permet de traquer. Et quand on traque, on a des données. Alors moi, ce que j'ai écrit là, c'est que je me suis dit, tiens, bien, au niveau des traces, elles sont doubles. J'ai un retour sur investissement, je dois mesurer. Est-ce que le gars, son poste, il va monter, le rendement? Un retour sur ses attentes, on peut prendre des modèles comme celui que vous connaissez sûrement, Kirkpatrick, Philips, tout ça. Et puis, une communauté de pratique. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec des maîtres d'apprentissage et des tuteurs. Alors, vous m'excuserez si je mélange un peu tuteur et mentor, parce que je suis pas du tout un spécialiste coach, je découvre et j'apprends beaucoup. Et ces tuteurs-là, on les encourage, en facilitant leur travail, à participer dans des communautés de tuteurs, à nous faire des retours. Et on essaye aussi de faire participer les gens qui ont été formés, pour avoir quelque chose de plus, je dirais, clinique, de moins formé. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, pour les procédures primaires, on travaille énormément sur l'entraînement. Et pour les procédures secondaires, ben, nous, on essaye de mettre en place un modèle, on vient de commencer, de tout ce que je dis, c'est des projets, enfin, il y a déjà quelque chose de concret, de formation mixte, vous savez, le fameux blending, où on va tirer les gens hors du présentiel total, pour les amener à avoir tout ce qui est, je dirais, contenu de mémorisation pour soulager un peu la mémoire de travail sur une plateforme avec une fonction encyclopédique, si on peut dire comme ça. Donc moi, ce que je trouve dans cette grille, comme je vous le dis, c'est qu'elle est extrêmement éclairante. Bien évidemment, on peut la discuter, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que il y a sûrement d'autres outils pour voir les interactions. Parce que là, on n'est pas dans l'interaction, on est à la préparation. J'aime bien ça. Et puis, simplement, franchement, ce que je crois qu'il faut qu'on rajoute, c'est les traces. Une remarque. Bon, en fait, ça me parle beaucoup parce que, en fait, dans tout ce qui est auto-apprentissage et auto-job, je trouve qu'une des grandes difficultés, c'est que les gens se régulent eux-mêmes. Et donc, ils arrivent à un moment à se dire, ah, ok, ça maintenant, je sais suffisamment bien le faire, je passe à l'opérationnel à 100%, ou je ne sais pas encore. Donc, quand monsieur parle de traces, quand il parle de leur dire, allez-y, une demi-heure par jour sur le PC, voir quelque chose, et puis après vous revenez, en fait, on crée en quelque sorte une espèce de gestion de leur temps, une espèce de gestion de leur progression, etc. Ce qui est toujours difficile, donc ça me parle beaucoup, en fait. Ça me parle beaucoup. Et donc, même si, enfin, c'est Jacques Jeune. Même si Jacques parle de traces, bon, moi je fais le lien avec l'autorégulation, c'est pleinement un problématique de l'apprentissage au travail sur le job. Ma question par rapport à ça, est-ce que à ce moment-là, typiquement, le manager ou superviseur, la personne dans l'équipe de laquelle se trouve la personne qui fait l'apprentissage de job, n'a-t-elle pas là aussi à ce moment-là son rôle de mentor, de coach, et que c'est pas là qu'on peut trouver justement les traces? Quelque part, moi je vais t'accompagner parce que c'est la première fois que tu fais cette action. Ça peut être juste sur une machine dans une usine, mais ça peut être un cadre qui pour la première fois doit écrire un briefing de publicité à une agence de pub. Ça peut être n'importe quoi. Donc je vais t'accompagner. Là il y a plusieurs manières. Je vais d'abord te montrer, mais est-ce que je te laisse faire toi-même la chose et puis on voit tu vas te planter, mais on va se demander pourquoi tu t'es planté. Est-ce que là justement les traces ne sont pas à trouver dans cette interaction entre le manager, tuteur, coach. Ce que j'entends beaucoup par rapport à On the Job, c'est une approche structurée de comment faire en sorte que les gens apprennent On the Job, avec primaire, secondaire, etc. Mais il y a une dimension qui me paraît essentielle dans On the Job, il y a quand même 70%, 70% de l'apprentissage qui se fait comme ça, que les gens en aient conscience ou pas. Et c'est dans le ou pas que je trouve quelque chose, qu'il y a quelque chose, à mon avis, à exploiter. Comme par exemple, donc pas nécessairement mettre des gens sur les machines et faire en sorte qu'ils aient la pratique nécessaire, mais pour des gens qui travaillent pas sur les machines, qui sont plus dans d'autres domaines d'expertise, comme par exemple,
amener les gens à mettre leur conscience dans ce qu'ils font, mettre leur conscience dans ce qu'ils sont en train d'apprendre au quotidien. C'est 70% de ce qu'on apprend, c'est dans ce qu'on fait tous les jours, et d'amener les gens à prendre ce recul par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ça, je trouve un point sur lequel on n'agit pas encore assez aujourd'hui, même dans le cadre de l'entreprise, même si ça prend du temps, parce que j'ai l'impression que on the job, c'est plus une question d'attitude, c'est plutôt une question d'état d'esprit. Et je trouve que le coaching, et ça peut être un coaching du management, peut amener les gens à prendre ce recul-là et se dire, ok, mais qu'est-ce que tu as appris au quotidien, et où est-ce que tu as envie de continuer à évoluer. Je fais juste référence à un bouquin excellent qui est l'état d'esprit de Carol Dweck, qui est vraiment un bouquin à lire dans cette perspective-là, avec son état d'esprit fixe et son état d'esprit de développement. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée d'amener les gens à un état d'esprit de développement, qui mettent leur conscience au quotidien dans l'expérience qu'ils font de leur job et de là où ils peuvent aller pour continuer à grandir. Quand tu dis prendre conscience, recul, est-ce qu'on parle aussi de trouver du sens dans ce que je fais pour les collaborateurs? Pour moi, ça en fait totalement. C'est ça qu'on parle. Voilà, on parle de ça. Pour moi, c'est donner du sens à ce qu'on fait, mais aller plus loin, c'est donner du sens à sa carrière. Et allons-y, donner du sens à sa vie, parce qu'on passe quand même plus de 12 heures par jour dans son job. Et moi, je suis très attaché à accompagner les gens, à se demander de qu'est-ce qu'ils font là, parce que là, on parle de motivation intrinsèque totalement. C'est quel sens que je veux donner aux 8 heures que je passe par jour. Un corollaire à ça que je reçois moi personnellement aussi souvent, c'est est-ce que je suis conscient de ce que je sais faire? Est-ce que je suis au courant de ce que moi je suis capable de faire, de mes talents? Et je me dis là souvent que, ça c'est un coaching qu'on voit assez souvent, soit que les gens sont trop prétentieux, soit trop modestes. Mais en fait, il s'agit d'être juste transparent et honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais pas bien? Ça, je trouve ça assez riche qu'on puisse prendre conscience effectivement soi-même. Et quelle reconnaissance on reçoit dans son secteur? C'est le principal changement d'état d'esprit à opérer. Reconnaissance, promotion, gagnant-gagnant. On entend ça partout. Qui est réellement gagnant-gagnant aujourd'hui? Qui? Parce que pour le modèle 70-20, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Bien que, je ne sais pas si c'est complètement 70 et si c'est complètement 10, mais enfin peu importe. Et la chose moi, que je tiens à dire aussi, c'est que dans la formation de job, c'est pour ça que j'aime bien cette grille aussi, parce que non déterminant, on va obtenir des transferts beaucoup plus rapides en fonction, c'est une porte ouverte que j'enfonce. Mais on se rend pas compte, c'est ce que j'appelle la théorie de l'élastique de ce qui se passe. C'est-à-dire que chez les publics en basse qualification, et là je termine parce que c'est quelque chose qui me passionne et vous le sentez, toute votre réflexion, et là je rejoins totalement ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on a comme rêve pour une société? La formation c'est ça, qu'elle soit un job, mais qu'est-ce qu'on a aussi comme cauchemar? Parce que moi quand je dis automatisation, je vois pas d'automate. Je vois des gens qui sont tellement professionnels, qui sont libérés de leurs tâches, qu'ils maîtrisent tellement, qu'ils peuvent faire autre chose et penser autrement pour s'améliorer. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Qui voient dans l'automatisation, je suis un robot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est certain qu'ils prennent encore toujours du plaisir dans ce qui est automatisé. Ça, j'en sais rien. Moi, il y a quelque chose j'ai 32 ans d'ancienneté. Je sais toujours pas comment on apprend. Je sais pas. Chaque jour, c'est différent. Et chaque public est différent. Là, je suis complètement d'accord. Et je lirai les livres.